que il y a quand même un Français sur 5 qui connaît des troubles psychiques, donc c'est quand même assez conséquent. Et je pense que c'est important, à mon avis, de parler et de prendre soin des collaborateurs qui ont ce besoin-là, je pense, vraiment, qui ont cette nécessité, parce que si on laisse de côté 20% des collaborateurs en France, je pense que l'économie risque de moins bien tourner. Et les entreprises également, et finalement, comment dire, l'ensemble du fonctionnement de notre société peut être impacté si on ne prend pas soin à la fois des autres et à la fois des collaborateurs en entreprise. Mm, mm. Mais c'est un des grands, je pense, une des grandes questions sur la place de la méditation et d'autres pratiques bien-être en entreprise, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment à l'entreprise de s'occuper de ça. Enfin, il y a cette question qui revient souvent quand je discute avec d'autres. Est-ce que c'est vraiment l'endroit où le bien-être, en fait, la question du bien-être doit être posée? Et en fait, quand on voit l'impact que peuvent avoir justement ces troubles psychiques dont vous parlez, Aurélien, bah, sur déjà sur la productivité, mais pas seulement là-dessus, sur aussi la cohésion entre les personnes, sur les ambiances de travail, sur les cultures d'entreprise. Je pense que c'est vraiment une question dont les entreprises doivent se saisir, en fait. Enfin, il n'y a pas Absolument. vraiment d'autres solutions. Mais, Et surtout qu'en fait, il y a une obligation légale de l'entreprise de mettre en place un plan de prévention des risques, notamment autour des risques psychosociaux. C'est-à-dire que l'entreprise a vraiment l'obligation d'œuvrer pour limiter les risques qui lui incombent auprès des collaborateurs. Et après, dans cet aspect de prévention, la question c'est jusqu'où on va. Donc le cadre réglementaire formalise les obligations de l'entreprise, notamment avec le document unique qui est censé répertorier tous les risques liés à l'entreprise. Mais aujourd'hui, notamment avec le Covid, on voit une nouvelle catégorie grandir en fait, dans ce spectre-là, qui est la gestion du stress, qui est la gestion le travail sous pression, qui est, enfin voilà. Et à mon avis, ça c'est de vrais éléments. Et en plus, c'est assez congruent avec ce qui est proposé par le gouvernement, quand le gouvernement rembourse, je sais plus, 2 sessions chez les psychologues, je crois, il me semble. Donc on sent en fait qu'il y a une prise de conscience sur l'état psychologique général dans la population, je pense, et la nécessité de travailler et d'agir là-dessus. J'en profite également pour saluer Sarah qui vient de nous rejoindre. bonjour Sarah. Bonjour, bonjour à tous. Il est 13h04, je pense que les personnes vont continuer à nous rejoindre au fur et à mesure. Et ouais, donc on expliquait finalement l'importance du prendre soin en fait dans les entreprises. Et à mon avis, c'est quelque chose qui sera plus accessoire comme on a pu l'être. Et c'est pas forcément, en fait, quand on parle de prendre soin d'entreprise. Bonjour Céline, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour la session. C'est pas forcément le bonheur au travail comme on peut l'entendre parfois avec les CHO, les Chief Happiness Officer ou ce genre de choses. C'est pas créer des conditions superficielles, j'allais dire, de bien-être ou essayer de trouver le bonheur qui correspond à tous. C'est pas exactement ça. C'est plus se dire finalement quand on a des équipes, des managers qui sont en situation de difficulté ou qui ont des problèmes liés à la gestion du stress en entreprise ou à la communication, quelle solution on est capable de mettre en face, quel outil on est capable de mettre en face et quelle méthode. Et on peut faire appel à des cabinets comme les Big Four ou EY qui vont sortir un process digital pour mettre en place le mieux-être des collaborateurs humains en entreprise. Bon. Sinon, on peut revenir à des méthodes assez classiques, assez basiques finalement, mais redoutables d'efficacité, typiquement comme la méditation, comme le développement des compétences comportementales, la communication, la bienveillance, mettre en place des valeurs aussi dans l'entreprise. Tout ça, à mon avis, ça contribue largement à l'amélioration des conditions de travail en soi. Et j'en profite également pour saluer Eva qui vient de nous rejoindre. Mais c'est intéressant j'en parlerai un peu plus tard bonjour. J'en parlerai un petit peu plus tard dans l'intervention, mais quand on recherche un petit peu l'expérience de grosses entreprises du type Google, enfin tout simplement, qui ont mis en place depuis des années des programmes de méditation en interne, il y a un enjeu de gestion du stress, de productivité, mais il y a aussi un enjeu de prévention santé, parce que c'est des entreprises dans le système américain qui prennent en charge en fait la santé de leurs collaborateurs et qui en fait mettent en place ce type de programme vraiment dans une optique de prévention et au niveau de la santé. Et c'est intéressant de le voir aussi sous cette optique-là, c'est que ça va plus loin que juste la gestion du stress, c'est vraiment du bien-être et de la santé
de manière globale. Absolument. Mm. Et c'est amusant que vous parliez des entreprises américaines parce que bon, culturellement, en fait, entre les deux continents, entre les États-Unis et l'Europe, on n'a pas forcément la même vision de, comment dire, je veux dire, du côté social en entreprise. Ils n'ont pas forcément de CE, ils n'ont pas forcément une présence aussi marquée de syndicats, etc. Et du coup, c'est assez intéressant de voir finalement que très éloignées des problèmes philanthropiques, les entreprises américaines ont quand même mis en place très tôt, hein, bien avant l'Europe, des sessions de yoga, de méditation, de gestion des risques liés au stress et à l'humain finalement, parce qu'il y a un impact d'un point de vue économique. Là où en France, on est très équipé finalement en termes de dispositifs légaux et d'accompagnement pour les collaborateurs, mais on peine un peu à aller sur des dispositifs vraiment efficaces comme ceux qu'on va voir pendant la session des RH Live. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence dès maintenant la session en accueillant Élise et Chris qui se joignent à nous. Et en fait, je vous propose qu'on commence dès maintenant la session. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes donc sur la 3e session des RH Live. C'est un événement qui est proposé par la communauté Afterwork RH, qui sera prochainement dédié aux adhérents de l'association. Les différents participants auront la possibilité de rejoindre un groupe WhatsApp, participants et intervenants, bien évidemment, Marie, auront la possibilité de rejoindre un groupe WhatsApp pour continuer les échanges, pour poursuivre les échanges de bonnes pratiques, de méthodes et pour recevoir toutes les informations et toutes les invitations pour les prochains événements. Sur ce, Marie, je vous laisse la parole et pour compléter la rapide introduction, Marie est spécialiste de la méditation et du yoga en entreprise et elle travaille depuis de nombreuses années sur l'accompagnement des professionnels avec cette méthode qu'est la méditation. Merci beaucoup Aurélien. Bonjour à tous déjà. Merci beaucoup de m'accorder votre pause déjeuner pour discuter de méditation. Je suis très heureuse. Comme le disait Aurélien, je suis enseignante de yoga et de méditation, alors pas qu'en entreprise, mais notamment en entreprise, à Nantes où je vis, mais aussi en ligne à travers des programmes et des sessions en ligne. Si vous êtes curieux et vous voulez me trouver sur les réseaux ou en ligne, vous le ferez sous le nom de mon entreprise qui est Humain en Mouvement. Voilà. Avant de me consacrer entièrement à cette activité, j'ai longtemps exercé dans le monde associatif et dans le monde de l'entreprise, dans des contextes souvent sous haute tension, parce que je travaillais beaucoup au contact du secteur humanitaire en Afrique de l'Est où j'habitais pendant plusieurs années. Et des secteurs où la charge mentale, la charge émotionnelle est souvent très importante. Le stress est souvent très important, très présent aussi, souvent dans des contextes d'urgence. Moi, c'est au contact un petit peu de ce secteur-là que j'ai commencé à me poser la question du bien-être et de la gestion du stress au travail, notamment. Parce que j'en étais affectée, mais aussi parce que je voyais tous mes collègues autour de moi en être très affectés également. Et en parallèle, j'ai commencé à me former au yoga, à la méditation il y a quelques années, à le pratiquer, à l'enseigner à mon tour. Et j'ai trouvé intéressant de commencer à faire se rencontrer un petit peu ces deux mondes et à observer les impacts que ça pouvait avoir sur le monde de l'entreprise notamment. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler plus spécifiquement de la méditation. Et avant de continuer, je serais assez intéressée à savoir, quand on parle de méditation, quel est le mot, quelle est l'image qui vous vient le plus spontanément en tête. Alors, je vous laisse répondre peut-être sur le chat. Tout simplement, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le lâcher prise. La conscience, ouais. Relaxation, détente, moment pour soi, respiration. Ouais, c'est que des mots qui ont complètement leur place dans la pratique de méditation. S'autoriser autre chose, ouais. Sérénité.
Ouais, relaxation, détente, sérénité, c'est des mots qui reviennent souvent. C'est des choses, c'est un angle par lequel beaucoup de personnes en viennent à la méditation. It's not for happiness. Intéressant. C'est que des mots, tous les mots que vous avez mentionnés ont un lien très fort avec la méditation et, euh, et comment dire, enfin, c'est un lien que je vais développer un peu plus dans les minutes à venir. Euh, et c'est intéressant de voir ça parce que il y a quelques années, je pense que le mot méditation réveillait encore chez les gens cette image un peu cliché de quelqu'un assis en tailleur sous un arbre ou dans un temple, souvent au Tibet, en train de méditer immobile pendant des heures. Et je suis assez heureuse de savoir que cette image évolue et que des personnes arrivent à se rattacher un peu plus à une image de la méditation qui leur parle. La méditation, pour faire vraiment une définition, en fait, parce que c'est difficile de définir cette pratique qui a tellement de méthodes qui sont rattachées, euh, c'est quelque chose qui a de multiples facettes. Chaque culture, chaque civilisation dans l'histoire a développé ses propres techniques de méditation. Et souvent, ces techniques ont évolué pour s'associer à des pratiques religieuses. C'est pour ça qu'on a en tête souvent la méditation en lien avec le bouddhisme ou avec l'hindouisme, mais en sachant que les religions qui sont plus proches de nous, en France, le christianisme et l'islam ont aussi en fait leurs propres techniques de méditation qui y sont associées. Aujourd'hui, il y a une vraie demande, notamment dans les sociétés occidentales, pour des approches de méditation qui sont plus en distance par rapport aux religions, qui ont une approche plus laïque, tout en restant une pratique spirituelle. Et c'est comme ça que des techniques comme le MBSR, par exemple, ont été développées. Alors du coup, si la méditation, ça regroupe autant de choses différentes sur autant de siècles d'existence, la question, c'est un petit peu quel est le vecteur commun? Qu'est-ce qui définit vraiment la méditation? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est de la méditation? C'est une question à laquelle c'est pas facile de répondre, dans laquelle je m'embrouille souvent quand on me pose cette question. Mais finalement, la méditation, je le définirais comme l'habilité à être présent. C'est l'habilité à être engagé à 100% dans ce que l'on fait à un instant T. Donc ça peut être assis sans bouger, à se concentrer sur sa respiration. Mais si vous faites une compote de pommes et que vous êtes extrêmement concentré sur le fait d'éplucher vos pommes et que vous ne pensez qu'à ça, vous êtes également en train de méditer. Donc apprendre à méditer, c'est comme apprendre toute autre chose. C'est comme apprendre un sport. Ça demande de la pratique, ça demande de la consistance, de la constance, pardon. Et c'est souvent plus facile quand on est guidé et accompagné. C'est une technique d'entraînement de son cerveau, tout simplement, pour réussir à être présent et à être engagé. Quand on parle de méditation aujourd'hui dans nos sociétés, souvent on pense à la méditation de pleine conscience. Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui vous est familier ou une technique dont vous avez déjà entendu parler. C'est souvent celle qui a le plus de visibilité aujourd'hui. Ça a été popularisé beaucoup par les méthodes de MBSR dont je parlais avant, qui est la méditation ayant pour but la réduction du stress, qui a été introduite dans les années 80 et qui a commencé un petit peu à aborder la méditation sous un angle de prévention, comme on en parlait au début avec Aurélien, de prévention de santé. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est donc cette branche de la méditation qui implique d'observer. Alors d'observer sa respiration, d'observer les sons qu'on entend, d'observer quelque chose en face de nous, un objet, les sensations de son corps, qui implique de se mettre à l'écoute et d'observer tout en cultivant du détachement, de l'acceptation. Donc c'est choisir d'être dans le moment présent sans réagir forcément à ce qui nous arrive, ce qui nous stimule, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, de réussir à se mettre en position d'écoute attentive et détachée.
Alors dit comme ça ça semble un petit peu peut-être abstrait. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que on fera une petite expérience ensuite ensemble. Donc vous aurez l'occasion de le tester si ce n'a pas été déjà le cas. Donc ça, c'est la méditation de pleine conscience, c'est ce que moi je partage, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je trouve que aussi le plus accessible souvent et le plus facile à enseigner, notamment sur des petits formats comme en entreprise où souvent on a peut-être 30 minutes ou des petits formats de 5 à 10 minutes sous la forme d'enregistrement qui permettent en fait tout de suite de créer une expérience de méditation qui est plutôt accessible car plutôt courte. Alors, les bienfaits de la méditation commencent à être de mieux en mieux démontrés. Scientifiquement, le domaine des neurosciences produit de plus en plus de recherches sur l'impact de la méditation sur le cerveau. Alors, l'impact numéro 1, on en a parlé, c'est souvent l'angle sous lequel on aborde la méditation aujourd'hui, c'est la réduction du stress. Donc, dans une société comme la nôtre, où le stress est devenu l'ennemi numéro 1, où le stress est responsable d'autant de problèmes de santé, c'est un angle qui est très important, et notamment dans le domaine de l'entreprise et du monde du travail, où la gestion du stress est une question qui se pose de plus en plus. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous proposer une petite expérience d'une minute, tout au plus. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Fermez les yeux ici et puis de penser à une situation récente au travail qui a généré en vous du stress. Alors prenez le temps de trouver cette situation. Ça peut être un problème que vous avez rencontré, un conflit, une situation de rush, de trop-plein. Peu importe ce que c'est, recréez en vous cette situation de stress, cette sensation que cela vous a procuré. Essayez de ressentir les effets physiques du stress. Observez où vous le ressentez et où vous l'avez ressenti alors dans votre corps. Où est-ce qu'il se manifeste? Et puis ici, prenez une longue inspiration par le nez. Bloquez l'air quelques instants dans vos poumons. Et puis expirez tout doucement par la bouche. Recommencez à nouveau. Prenez une longue inspiration par le nez. Bloquez l'air et expirez doucement par la bouche. Puis faites-le encore une fois, cette fois-ci en posant une main sur votre poitrine. Et une fois que vous avez terminé votre expiration, restez ici avec la main sur votre poitrine, recommencez à respirer normalement. Observez ici si vous ressentez des battements de votre corps, ces pulsations. Puis ouvrez doucement les yeux et relâchez votre main. Alors, est-ce que cette situation pour vous était familière? Est-ce que utiliser votre respiration comme ça, c'est une méthode dont vous vous servez déjà pour gérer le stress, que ce soit au travail ou non? N'hésitez pas à mettre votre micro pour répondre ou à répondre sur le chat, comme vous préférez. Céline dit oui.
crispait suffisamment. Dans certaines techniques, dans certains moments, en fait, la respiration, elle permet de, enfin, dans l'expérience que j'en ai, de créer un espace entre la situation, l'événement qui nous tend, quel qu'il soit, et ce qu'on ressent, en fait. Et le fait de respirer, ça crée immédiatement une forme d'espace et ça coupe la réaction presque immédiate, euh, spontanée qu'on peut avoir pour arriver à quelque chose de plus apaisé, comme vous l'avez montré à l'issue de la main qui se lève de la poitrine, en fait, à l'issue de l'exercice. Mhm. Complètement, c'est en fait se créer des moments comme ça, genre dans une situation de stress ou non, comme dit Eva, pas en situation de stress, mais c'est pas non plus nécessairement un pansement à appliquer sur le stress, on peut le pratiquer à d'autres moments évidemment. Euh, En fait, c'est un moment un moyen de créer une situation de pause en fait, de repos pour notre organisme face au stress. Pardon. En fait, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Très simplement. La première chose, c'est qu'en se concentrant sur la respiration et sur les battements du cœur, on se concentre sur quelque chose qui a lieu dans le moment présent et pas dans notre tête. Ça veut dire que notre cerveau, en fait, bascule dans un mode où il ne peut plus alimenter des pensées angoissantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ralentir sa respiration et notamment ses expirations, y apporter un peu plus de contrôle, ça permet de mettre en route ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Et ça, c'est le système nerveux qui est responsable d'apaiser l'organisme, notamment en suspendant la production de cortisol, qui est l'hormone de stress. Donc en 1 minute, de manière très simple, juste en respirant, en se concentrant sur sa respiration et sur les battements de son cœur, en fait, on permet à l'organisme de se calmer de manière complètement physiologique et donc de donner un petit peu plus d'espace, notamment pour réagir de manière plus appropriée ou plus réfléchie à une situation qui génère du stress pour nous. Voilà, c'est l'explication un petit peu scientifique derrière cette expérience de Bonjour à quelques tous. secondes. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. On vous entend de loin, Baptiste. Euh, Marie, simplement pour vous dire qu'effectivement, en fait, c'est quelque chose qu'on est tous amenés, à mon avis, à expérimenter, enfin, qu'on a tous expérimenté, mais connaître effectivement le lien scientifique avec ce contrôle finalement de la respiration et du battement du cœur, enfin, cette rassurance qu'on peut créer, c'est assez incroyable de savoir que scientifiquement, c'est euh, c'est tangible, c'est vrai, enfin, au-delà de l'expérience qu'on peut en avoir, je veux dire. Ben oui, complètement. En fait, c'est ce qui est intéressant quand on commence à s'intéresser à la recherche qui est faite sur la méditation, c'est que on soupçonne pas que les bienfaits sont aussi bien démontrés. Et de mieux en mieux parce que la méditation prend beaucoup d'ampleur et donc il y a de plus en plus d'investissements qui sont faits dans la recherche dessus. Et donc les bienfaits les plus communs en fait qui ont été démontrés, c'est les effets sur le stress, sur la gestion de la douleur, sur la dépression notamment. Mais de plus en plus, les recherches en neurosciences montrent qu'il y a des effets encore plus profonds sur notre cerveau. Et donc, notamment sur des régions du cerveau qui sont en charge de la régulation de l'attention, en charge de la régulation des émotions, de la conscience de soi, et donc qui impactent en fait la plasticité de notre cerveau. Bon, alors, je suis pas du tout une experte en neurosciences, donc je vais pas m'aventurer davantage dans ce terrain-là. Je préfère vous adresser d'autres sources, peut-être si c'est des choses qui vous intéressent. Mais en tout cas, du point de vue, de mon point de vue en tant que méditante et en tant qu'enseignante de méditation, ce que je vois, c'est aussi des bienfaits en termes de connaissance de soi. Quand on médite, on se met à l'écoute, on apprend vraiment à observer, à comprendre son propre fonctionnement. Et parce qu'on se connaît mieux, on est en capacité de prendre de meilleures décisions, de mieux prendre soin de soi, mais aussi souvent d'avoir de meilleures interactions avec son entourage.
Et tous ces bienfaits-là, c'est très intéressant parce que je les ai un peu retrouvés en faisant quelques recherches, notamment sur des entreprises qui ont mis en place des programmes de méditation pour leurs collaborateurs et qui ont mené des enquêtes de satisfaction, mais aussi des enquêtes d'impact, et qui ont retrouvé un peu les mêmes bienfaits, en tout cas les mêmes impacts. Ce qui était intéressant, c'est l'exemple de BlackRock, qui est cette grosse entreprise de gestion d'actifs de Wall Street. Donc, on n'imaginerait pas qu'ils font de la méditation, mais si. Ils ont un programme de méditation interne depuis 2013. Et donc, 2 fois par semaine, leurs employés peuvent se joindre en personne ou en ligne à une session de méditation de 30 minutes. Et donc, c'est quelque chose qui touche des milliers de leurs employés dans plein de pays différents. Et donc, selon une étude qu'ils ont menée après quelques années d'existence du programme, c'est que, alors déjà, la quasi-totalité des participants trouvaient que ça avait une contribution très positive sur la culture d'entreprise et sur la cohésion. C'est quelque chose qu'on abordait au tout début avec Aurélie en discutant, c'est que ces personnes, du coup, se retrouvaient dans cette image que voulait transmettre leur entreprise, de prendre soin de leurs employés, de cultiver leur bien-être. Ensuite, sur des questions de gestion du stress, il y a après les 2 tiers qui ont fait l'expérience d'une réduction de leur stress, d'une meilleure capacité à gérer leur stress, et à peu près la même quantité, 60%, qui ont observé plus de concentration et une meilleure capacité de prise de décision. Et un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'un peu plus de la moitié, on est en relation avec leurs collègues de travail, et que ça permettait d'avoir une meilleure ambiance et une meilleure gestion des conflits. Donc ça montre bien que la méditation a sa place partout, que ce soit dans un cours, dans un studio de méditation ou de yoga, ou que ce soit au sein d'une grosse entreprise comme BlackRock. Il y a de la place un petit peu partout pour tester ces pratiques. Alors, tester cette pratique, c'est ce qu'on va faire très rapidement. C'est pour ça qu'on est là, pas pour juste m'écouter parler. Avant de faire ça, je voulais simplement aborder une petite question que je me suis quand même beaucoup posée en, en préparant cette intervention. Parce que aborder la méditation en entreprise sous cette question, sous cet angle de oui, c'est excellent pour la productivité des employés, c'est quelque chose qui leur permettra d'être plus concentrés, de mieux travailler ensemble, etc. C'est intéressant et c'est très bien dans le monde de l'entreprise où je sais que chaque action et investissement doit être lié à une attente de résultat. Après, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, il y a quand même une petite limite à ça, c'est que la méditation, c'est justement accepter de ne pas avoir d'attente. Accepter de ne pas, comment dire, de ne pas faire quelque chose qui aura forcément des résultats. Méditer, en fait, c'est simplement être. C'est être dans le présent, sans objectif, sans but, sans besoin de produire, d'analyser, de prévoir. Et donc, méditer avec un objectif précis, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. A priori, ça ne marchera pas. Donc, cette question de proposer, comment dire, d'instrumentaliser un petit peu la méditation au service de la productivité d'une entreprise, je pense déjà que ça a ses limites parce que ça peut pas être. Et ensuite, c'est un peu le serpent qui mord la queue. Ça peut pas, ça tue un petit peu la méditation dans l'œuf. Donc voilà, je pense que proposer la méditation au travail, ça peut se faire principalement quand même sous l'angle d'avoir à cœur le bien-être de ses collaborateurs, de promouvoir une culture d'entreprise, un environnement d'entreprise plus positif, de favoriser les relations, aussi la cohésion entre les gens, entre les différents collègues. Et ensuite, si ça participe à la concentration, à la productivité, eh ben, génial. Mais je pense que ça peut difficilement être l'objectif principal. Voilà. Alors, je vous propose de faire l'expérience de la méditation. Alors, je ne sais pas si avant ça, vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce dont je viens de vous parler. On a pas mal de temps, donc je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez.
C'est un sujet vraiment fascinant, Marie, et c'est vrai qu'on n'aurait pas dû y consacrer 1 heure, mais une après-midi entière. Clairement. Je ne sais pas si j'aurais des choses à dire pendant une après-midi entière. J'en suis convaincu, et je pense qu'on peut vraiment parler pendant longtemps de ce sujet, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, on est en train de prouver de mieux en mieux l'impact de la méditation sur les individus, sur les collaborateurs ou que sais-je. Mais c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé au début du siècle, du siècle dernier. Dans les années 1900, Harvard, en fait, lançait les premières études autour du sport pour essayer de montrer et de démontrer les bienfaits du sport en termes de réduction de stress, au niveau cardiaque, au niveau de la santé en général, en fait. Et à la fin des années 50, au début des années 60, cette pratique s'est vraiment répandue dans la population. Et aujourd'hui, peu de personnes sont en mesure de remettre en question l'effet du sport sur la santé. Et ce qui est assez drôle aujourd'hui, au début des années 2000, en fait, c'est que Mathieu Ricard, qui est un des pratiquants français les plus connus au monde, finalement, un grand maître tibétain, pour le coup, français, mais voilà, reconnu par les moines tibétains, a passé une série de tests, notamment des IRM, notamment des neuro. Il avait des électrodes partout sur le crâne pour voir finalement quel était l'impact de la méditation et même la physiologie, finalement la plastique de son cerveau. Et en fait, les résultats étaient édifiants en expliquant que finalement, la pratique de la méditation dans le temps a des effets, comme vous l'avez parfaitement expliqué, Marie, mais sur la gestion du stress, sur la réduction des cancers, sur la réduction des AVC, sur la capacité à entretenir de meilleures relations également. Donc finalement, on est un peu en retard, je dirais, sur les études liées à l'impact de la méditation par rapport au sport, notamment. Mais il est assez difficile de démontrer l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaierait de démontrer que la méditation a un impact négatif, ou en tout cas, voilà, ce serait assez compliqué parce que toutes les études depuis 20 ans maintenant vont dans le sens d'une méditation qui, quelle que soit la pratique et le cadre de la pratique, finalement, amène un mieux-être aux personnes. Et ça, c'est remarquable et c'est génial qu'on ait la chance de faire partie de la génération qui peut découvrir ça facilement partout dans le monde. Mm. Mais je pense que le plus important, c'est de réussir à trouver, en fait, il y a tellement de méthodes, il y a tellement de pratiques différentes, réussir un petit peu à trouver celle qui nous convient personnellement et puis ensuite, bah, y aller, quoi. Et, mais du coup, ce que je vous propose, c'est de tester. Ah oui, ça. Je m'excuse, je suis arrivée un petit peu tard, donc je crois que j'ai raté votre présentation. Mais j'avais 2 questions. Alors, une Oui. plus logistique et une autre plus. Enfin, non, les deux sont plutôt assez pragmatiques et logistiques. La première, est-ce que vous êtes du coup, vous savez, certifié Calliope ou enfin, est-ce que vos prestations sont finançables par les OPCO, etc. Est-ce que c'est vraiment une offre que vous avez voulu tourner entreprise pour leurs salariés ou est-ce que c'est les salariés qui, à titre individuel, peuvent s'adresser à vous? Alors, du coup, en fait, c'est entre les deux. Mais je ne suis pas certifiée Calliope, pas encore. C'est pas quelque chose, voilà. Donc, alors après, je travaille avec, je propose des programmes, notamment avec des coachs et des consultants RH qui, eux, le sont. Et du coup, qui permettent, alors qui ne sont pas que de la méditation, du coup, mais qui permettent d'avoir cet angle, enfin, ces financements disponibles. Dans ce qu'est la méditation, dans le cas de la méditation, en fonction des entreprises pour lesquelles je travaille, c'est soit des financements par les CE, soit les employés qui décident qu'ils ont envie d'avoir ça disponible et du coup qui participent tous pour proposer ce genre de séance. Voilà. D'accord. Ok. Et la deuxième question, du coup, c'est si, voilà, dans notre entreprise à nous, donc nous, on est 5, donc on est une petite équipe, donc c'est des choses qui pourraient être mises en place assez rapidement et avec peu de moyens finalement. Est-ce que chaque personne peut être en mesure de guider une session de méditation? Est-ce que c'est plutôt de la méditation? Enfin, qu'est-ce que vous conseillez à mettre en place, voilà, quelque chose de rapide, de simple pour initier déjà, parce qu'on est une équipe... mais pas au même niveau aussi de connaissance de la méditation. Donc voilà, quelque chose de simple et d'accessible pour tous. Vous parliez tout à l'heure de sessions de 10 à 30 minutes. Est-ce qu'elles doivent être guidées ou pas? Alors, ce que je propose, alors il y a 2 choses qui fonctionnent plutôt bien.
En fonction des équipes et en fonction des entreprises. La première, c'est des petites sessions en ligne. Alors, je le fais notamment, je travaille avec les équipes de l'ONU au Mali, voilà, qui ont un gros budget bien-être pour, pour leurs employés et qui, du coup, proposent des sessions de méditation. Alors, je donne ces sessions de 30 minutes que je donne sur la pause déjeuner une fois par semaine. D'accord. Les gens s'y inscrivent s'ils le souhaitent. Un autre type d'offre que j'ai envie de proposer, parce que je le fais déjà hors entreprise, c'est des audios, en fait, des audios préenregistrés que sur une durée, alors ça peut être, dans ce que je propose hors entreprise, c'est quelque chose que je fais chaque jour pendant un mois, par exemple. Ça peut aussi être sur une durée, par exemple, 3 fois par semaine pendant 3 mois, il y a un audio différent et puis un appui, en fait. Personnalisé que je propose parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui proposent de la méditation. Ce que ces applications ne permettent pas, c'est l'accompagnement et le fait d'être guidé, tout simplement, et de pouvoir avoir des réponses à ces questions, ces difficultés. Donc, je propose toujours, quand je fais des programmes en ligne comme ça, une dimension d'accompagnement. Je pense que c'est ce qui peut être intéressant. Ouais. Euh, mais voilà, ça reste des petites durées, donc c'est des enregistrements de 5 à 10 minutes qui sont très accessibles, qui permettent de pratiquer en fait quand on en a le temps, sur un temps de pause, sur un temps avant de dormir. Voilà. D'accord. Ok. Ça peut être, enfin, je trouve ça super intéressant, surtout pour éventuellement les collaborateurs qu'on aurait peut-être identifiés comme étant à risque ou sensibles à des, voilà, des burn-out ou voilà, des problématiques aussi, soit professionnelles, soit personnelles, voilà, et qui du coup, ça peut être une opportunité de leur tendre la main effectivement de les accompagner autrement que par de l'échange verbal. Parce Mm, que mm. à des entretiens d'accompagnement, parfois ça ne correspond pas et ça ne va pas à tout le monde. Les entretiens voilà, individuels avec le manager, l'ORH, parfois ça ne permet pas de trouver l'abcès. Donc voilà, c'est une autre manière assez intéressante, je trouve. Bah, enfin, à votre disposition pour en discuter davantage si vous le souhaitez. Avec plaisir. Mm, mm. Euh, Est-ce que du coup, vous voulez qu'on médite un petit peu ensemble? Oui, alors, je vous propose, du coup, on n'a pas besoin d'être dans une position spécifique pour méditer. Ça, c'est quelque chose que je répète au début de chaque session de méditation. Parce que je trouve que c'est un gros préjugé que les gens ont et un gros blocage qui peut se créer. Tel que vous êtes installé à cet instant est une position parfaite. Donc, si vous y êtes confortable. Donc, je vous laisse bien vous y installer. Prenez un petit moment pour peut-être faire quelques salves à l'arrière avec les épaules décoincées un petit peu. Posez les 2 pieds au sol. Et puis quand vous en êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux. Alors on n'est pas non plus absolument obligé de fermer les yeux quand on médite. On peut tout à fait décider de garder les yeux un petit peu entrouverts. C'est un choix que vous pouvez faire. Sauf que comme on est devant un écran, je vous conseille de les fermer quand même aujourd'hui. Puis prenez un petit moment ici pour écouter les sons qui vous entourent. Notez les sons que vous percevez. Est-ce qu'il y a des sons qui vous parviennent de l'extérieur, hors de la pièce où vous vous trouvez? Est-ce qu'il y a des sons que vous entendez tout proche de vous?
Observez si vous entendez ici le son de votre propre respiration peut-être. Notez les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol. Et puis les parties de votre corps qui sont en contact avec d'autres surfaces. Votre siège par exemple. Observez le contact de vos vêtements sur votre peau. Et puis le contact de l'air, là où votre peau est découverte. Observez la température de l'air. Peut-être que vous ressentez cette température au niveau de vos narines. En inspirant, quelle est la température de l'air que vous ressentez dans votre nez? Et puis en expirant, est-ce que cette température est différente? Avec votre prochaine inspiration, respirez un peu plus profondément. Et puis suivez le trajet de l'air alors qu'il entre dans vos narines, puis qu'il descend dans votre trachée, qu'il remplit vos poumons. Sentez peut-être aussi votre ventre qui se gonfle un peu. Et puis alors que vous expirez, sentez peut-être votre ventre qui se relâche, les poumons qui se vident, l'air qui remonte par la trachée, qui sort par les narines ou par la bouche. Continuez à suivre ici le trajet de l'air qui entre et qui sort. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à placer une main sur votre poitrine, une main sur votre ventre ici, pour sentir un peu davantage ce mouvement, si vous y connectez un peu plus. Continuez à respirer profondément, puis à suivre l'air qui entre. Suivez son trajet avec attention. Et puis suivez l'air qui sort. Décortiquez ce trajet, étape par étape. Puis on va trouver ici un moyen de s'ancrer un peu davantage. Comme si on jetait son ancre à bord d'un bateau. On va venir se concentrer, s'ancrer sur la sensation de l'air qui passe, de la respiration dans les narines. Approchez-vous un peu plus de cette sensation. Observez-la d'un peu plus près.
Puis à chaque fois que le courant de vos pensées vous en éloigne, ramenez-vous à cette sensation, comme votre ancrage, votre amarrage dans le présent. Puis on va changer ici d'ancrage. On va plutôt zoomer, se concentrer sur nos poumons, sur la sensation de la respiration dans la poitrine. Accrochez-vous ici, amarrez-vous à cette sensation. Observez la poitrine qui se gonfle, qui se dégonfle, les poumons qui se remplissent et qui se vident. Et puis à nouveau, on va changer d'ancrage, on va venir se concentrer sur la sensation de la respiration dans le ventre. Encore une fois, n'hésitez pas à poser une main sur le ventre ici pour vous y connecter davantage. Ancrez-vous dans cette sensation, le ventre qui se gonfle et qui se relâche. Puis prenez ici encore 3 longues respirations. Suivez comme tout à l'heure le trajet de la respiration dans son ensemble, depuis les narines jusqu'au ventre, du ventre jusqu'aux narines. Puis revenez à ce que vous ressentez dans votre corps. Le contact de vos vêtements sur votre peau. Le contact de votre corps avec votre chaise, avec le sol. Revenez aux sons qui vous entourent, que vous entendez. Ceux qui sont proches de vous. Ceux qui vous parviennent de l'extérieur. Commencez ici à inviter un petit peu de mouvement dans votre corps.
Peut-être à bouger un petit peu le cou, les épaules. Peut-être à vous étirer un petit peu les bras au-dessus de la tête. Bailler, ça fait du bien aussi. Puis ouvrez doucement les yeux quand vous en êtes prêt ou prête. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment de méditation avec moi. J'espère qu'il vous a plu. Il nous reste encore quelques minutes. Bah super, merci beaucoup Chris. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas, si vous avez envie de prendre la parole pour simplement partager cette expérience ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Enfin, je suis complètement disponible. Merci beaucoup Sarah. Ben oui, avec plaisir. Tout à fait, l'occasion de pratiquer pendant un after work RH. Je serais ravie de participer à ça. Mm. Euh, alors Céline, les gens pensent que la méditation est juste là dans les moments de stress, mais au quotidien, à n'importe quel moment de la journée, ça a un impact plus bénéfique. Ben, tout à fait. C'est vrai que c'est pas justement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un pansement en situation de stress qu'on applique en temps d'urgence. Euh, La méditation, c'est une pratique qui demande justement de la pratique, de l'entraînement pour que ça ait vraiment des impacts sur le long terme. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le tester de manière régulière. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui nous permet, dans des situations de stress ou dans des situations un peu plus compliquées, c'est la pratique régulière qu'on a pu avoir sur la durée qui va en fait nous permettre de réagir de manière plus appropriée, de manière plus calme. Batidi qui commençait à dormir. Ça peut être un effet de la méditation, c'est pas les faire rechercher, mais ça peut effectivement. Mais oui, c'est vrai, Céline, c'est une très bonne remarque. C'est exactement, c'est vraiment la pratique régulière qui va permettre ensuite d'avoir un impact. Mm. Finalement, Marie, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, comme on le disait tout à l'heure avec les parallèles par rapport au sport, finalement, c'est toute la pratique qu'on va mettre au fur et à mesure dans le temps qui va amener des effets bénéfiques aussi. Et c'est vrai qu'il y a un mot qui parfois est employé lorsqu'on a envie de s'impliquer dans la pratique de la méditation, c'est la discipline. Alors, c'est un mot qui peut parfois faire peur, mais, et être effrayant et être contraignant et tout ça, mais en fait, quand on comprend l'intérêt de pratiquer quotidiennement, en fait, on se rend compte que cette discipline, c'est plus une alliée qu'une contrainte, qui nous permet justement d'ancrer cette sensation d'apaisement, de tranquillité. Et pour réagir à ce que disait Bati sur le fait qu'il a failli s'endormir, en fait, ça vient, je pense, vraiment de l'agitation qu'on a en permanence, qui nous maintient presque éveillés, en fait, qui nous maintient sous stress, qui nous maintient sous pression, surtout en entreprise. Et finalement, quand on s'accorde, quand on s'octroie ces 20 minutes, 30 minutes de parenthèse et qu'on n'en a pas l'habitude, Baptiste, c'est vrai que la sensation qui peut arriver d'un coup, c'est la fatigue et l'envie de se reposer et de dormir. Alors, juste pour préciser, c'est vrai que ça peut arriver, mais la méditation, c'est aussi la vigilance.
l'attention, comme vous le disiez tout à l'heure, Marie. En fait, le fait de faire attention à son environnement, au bruit, proche, loin, etc. Donc finalement, c'est un subtil mélange entre une envie de dormir et une pleine attention. Voilà. C'est très bien dit. Et sur la question de la discipline, c'est une question que j'aborde souvent, parce que comme je le disais avant, je propose des programmes d'un mois de méditation quotidienne où on a beaucoup, on se sert beaucoup du collectif et du groupe pour se soutenir, pour s'encourager. Et la question de la culpabilité, c'est une question qui est énorme. C'est les gens souvent, alors la première semaine sont très motivés, ils écoutent tous les jours, ils méditent tous les jours, et puis à partir de la deuxième semaine, ben, la vie reprend un petit peu le dessus, et comme toute habitude, ben, en fait c'est difficile de la maintenir sur la durée. Et cette question de la régularité et de la discipline, on se la pose beaucoup pour réussir en fait à aller jusqu'au bout et à se dire bon bah si je rate un jour, 2 jours, en fait tout ne s'arrête pas là. Je peux continuer, je peux trouver la motivation pour reprendre et installer cette habitude en fait vraiment sur la durée. Mais c'est une question qui est compliquée. Enfin, c'est pour ça que faire ça tout seul, je trouve ça vraiment difficile. J'aime bien, moi j'aime bien le groupe, donc j'aime bien le collectif. Donc je trouve que c'est intéressant de bien s'entourer quand on veut faire ce genre de choses. Et ça permet de cultiver un petit peu cette discipline, cette motivation aussi sur la durée. Absolument. Est-ce que dans votre pratique perso, au-delà de des prestations que vous proposez, est-ce que vous avez un groupe, ce qu'on appellerait une shanga normalement, de pratique? Alors j'en ai pas en ce moment et ça me manque beaucoup. On va le faire. Parce que justement, ouais. J'en ai pas en ce moment, j'en avais. Alors, du coup, j'habitais moi en Afrique de l'Est jusqu'à il y a un an, et c'est vrai que là-bas, j'avais un groupe de méditation un peu plus constitué. C'est pas trop le cas ici, et c'est vrai que je trouve que ça a un impact négatif sur ma propre discipline. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que avoir des personnes envers qui, alors pas envers qui on est redevable, mais on sait qu'ils méditent aussi tous les jours et on sait qu'on peut en parler. C'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup. Et notamment entre collègues. Alors, je sais pas si c'est. Moi, j'en ai jamais eu personnellement dans des environnements de travail. J'en propose, mais j'en ai jamais fait l'expérience. Mais je trouve que c'est une chouette façon de créer des liens aussi entre collègues hors travail. Ah, Céline, c'est des cours de relaxation. Céline dit qu'elle propose des cours de relaxation à vos membres. Alors, quand vous dites vos membres, c'est les membres de votre entreprise aussi? Euh, je vais pas prendre la parole directement si vous voulez. Ce sera moins long. Je suis intervenante psychosociale en santé mentale. D'accord. Nous, on aide avec les personnes qui ont un proche atteint de maladie mentale. Donc, dans les diverses activités qu'on propose, on a de la relaxation, de l'acupression, tout un tas de choses. Mais nous, en tant qu'intervenants, on n'a strictement rien pour pouvoir évacuer toutes les tensions nerveuses liées au travail. Fait qu'on est en train de travailler dans ce sens-là pour plein de choses, mais des choses comme ça qui sont la base de tout, ben, on se donne des petits cues entre collègues, mais il n'y a rien qui est apposé aux yeux du CA pour le bien-être de l'équipe. Mais c'est vrai que ça, dans ce type, merci de ce témoignage, Céline, et de ce partage, parce que dans ce type de profession où on est beaucoup dans le soin des autres et on procure ce soin à d'autres personnes, surtout à des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité plus importante. Souvent, on prend pas forcément le temps de prendre soin de soi ou de se procurer le même soin. Alors qu'il est vraiment essentiel. Et c'est une discussion que j'ai parmi mes élèves. J'ai plusieurs infirmières et assistantes sociales qui me disaient que pour elles, c'était vraiment un moment. Alors, c'était pour des cours de yoga en l'occurrence, mais c'était un moment où elle se rechargeait pour pouvoir ensuite donner le soin.
aux personnes dont elles avaient la charge. Et c'est vrai que c'est très, surtout dans les métiers de soins, c'est vraiment très important de pouvoir avoir ce type d'activité de bien-être, en fait, pour les employés. De soins et d'humains aussi. Enfin, l'intervention que vous proposez auprès de l'ONU au Mali, je pense que c'est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire gérer des situations où on prend soin des autres dans des situations de stress et finalement, ouais, tous ces corps de métier qui travaillent avec l'humain sont directement impactés par leur propre gestion du stress finalement. Mm, mm. Mais oui, dans le cas de l'ONU au Mali, c'est beaucoup de travailleurs aussi, de psychiatres, de personnes qui elles-mêmes passent beaucoup de temps à appuyer des personnes en situation de grande vulnérabilité. Et c'est vrai que, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Ah, merci beaucoup. Merci de votre présence et de votre participation. À bientôt. Ça s'adresse à tous les employés de l'équipe, mais c'est vrai que les personnes qui reviennent le plus régulièrement, c'est des personnes qui ont ces fonctions aussi de soins et d'appui elles-mêmes. On retrouve beaucoup de gens qui ont ce type de métier. On arrive quasiment à la fin de la session et je voulais sincèrement remercier Marie. Merci Marie pour cette intervention, pour cette expérience que que vous nous avez fait vivre à ce groupe. Et en fait, je suis convaincu qu'il y a une véritable valeur et un véritable apport à toutes les personnes qui ont suivi cette session et qui la retrouveront aussi sur YouTube. Parce que comme vous l'avez vu, cette session était enregistrée. Donc, si vous souhaitez vous replonger dans cette ambiance, même dans les techniques qui ont été données par Marie, n'hésitez pas à consulter la vidéo que vous recevrez de toute façon par mail ensuite. Et dans la vidéo, vous aurez aussi bien évidemment les coordonnées de Marie. Elle aura vos coordonnées aussi pour faciliter les échanges, bien évidemment. Et vous aurez la possibilité ensuite, je vous dis, oui, soit de retrouver la vidéo, soit de contacter directement Marie, ou alors continuer les échanges directement dans le groupe WhatsApp qui sera créé prochainement. Encore merci Marie, sincèrement, pour cette intervention. Ben, merci beaucoup Aurélien de m'avoir invitée. J'étais très heureuse de pouvoir partager tout ce qui me passionne, tout simplement. Et puis, merci à vous de m'avoir accordé 1 heure de votre temps et de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt et on se retrouve prochainement pour un prochain RH Live. À bientôt. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bon après-midi. Ok, merci Marie.